Bonjour et merci de votre présence alors que le repas pour certains se poursuit. Donc à cette 5e édition, si ma mémoire est bonne, du festival Hypermonde et c'est évidemment Anne Besson que nous recevons pour tout simplement la mettre sur le grill puisque c'est la marraine de cette édition 2025 du festival. Alors d'habitude, souvent, le parrain, la marraine sont plutôt des écrivains. Et Anne Besson est, comme on dirait au Royaume-Uni ou aux États-Unis, une autrice de non-fiction. C'est-à-dire publie des ouvrages, des essais, dirige des actes de colloques, etc. Donc ces publications, si c'est une autrice à part entière, c'est une autrice de non-fiction, à moins qu'elle nous cache des choses, mais je poserai la question sur est-ce que vous avez eu envie, Anne Besson, d'écrire de la fantaisie, mais on verra ça à la fin de notre entretien. Et donc, Anne Besson est par ailleurs universitaire. Donc, pour la présenter rapidement, professeure des universités, à l'université d'Artois, ancienne élève de l'école normale supérieure Saint-Cloud, Anne Besson est agrégée de lettres modernes. C'est l'une des meilleures spécialistes des littératures de l'imaginaire aujourd'hui, et en particulier de la fantaisie. Cofondatrice du magazine Chimère, elle est l'autrice de 5 ouvrages, peut-être un peu plus maintenant, non? C'est 5, c'est ça? Des tas d'ouvrages. Alors, Ouais. je parle d'ouvrages personnels, voilà, en solo, qui ont fait date, d'Asimov à Tolkien, cycle et séries dans les littératures de genre, en 2004 au CNRS Éditions, La Fantaisie, un petit guide chez Klinsek en 2007, Constellation des mondes fictionnels dans l'imaginaire contemporain en 2015, toujours CNRS Éditions, et Des pouvoirs de l'enchantement, usage politique de la science-fiction et de la fantaisie aux éditions Vendémiaire en 2021. Elle a aussi publié des articles, dirigé de nombreux colloques et assuré seule ou en collaboration la direction d'une vingtaine d'ouvrages. Le dernier en date, l'Imaginaire en série 2, presse universitaire de Rennes 2024, porte sur la fantaisie et les séries télévisées. Elle donc, comme je l'ai dit, elle co-dirige aussi, on y reviendra, la revue d'imaginaire Chimère. Elle s'adresse aussi beaucoup aux médias puisque elle est perçue à juste titre comme une experte de la fantaisie et de la science-fiction. Et elle s'exprime aussi bien à France Culture, ce qui semble logique de la part d'universitaires, mais aussi des magazines de très grand public comme le gratuit 20 minutes. Et je lui demanderai aussi pourquoi cet éclectisme dans son expression. Voilà. Première question donc, après le parcours que j'ai indiqué, vous avez plutôt un profil de très bon élève. Anne Besson, un parcours sans faute dans les cadres culturels de reconnaissance de l'université française. Et c'est pas le profil habituel des spécialistes et des fans de science-fiction de ma génération qui souvent sont passés de façon chaotique à l'université ou pas du tout à l'université et ont acquis leurs compétences au sein du fandom et en sont devenus des experts. Mais parce que personne, ou quasiment personne, dans le domaine universitaire, autrefois, ne s'intéressait à ces littératures qu'on qualifiait encore, il y a quelques dizaines d'années, de mauvais genre. Donc, Anne Besson, ma première question sera pourquoi, vous qui avez fait un parcours universitaire, je dirais classique et sans faute, bien au-delà encore, avec en cochant toutes les cases, pourquoi vous êtes-vous intéressé aux littératures d'imaginaire en général et à la fantaisie en particulier? Alors, c'est une grande longue question. Alors, j'ai pas la première, on en parlait tout à l'heure. Il y a des universitaires qui ont commencé à travailler d'abord sur le fantastique. Ça a été le premier genre travaillé parce que c'est le genre le plus classique. Hein. Il y a voilà du Maupassant, du Villiers de l'Isle-Adam. Il y a une belle tradition française de littérature fantastique, donc c'était la première chose qui était possible de travailler au sein de l'université avec des gens comme Maurice Lévy qui travaillait sur le roman gothique, qui reste une figure importante. Après, il y a eu un peu d'universitaires qui travaillaient sur la SF. On se rappelle de Roger Bozzetto, qui a fait une belle carrière à l'université d'Aix-Marseille. Sur la fantaisie, effectivement, il y avait personne. Il y a toujours à peu près personne. Il y a moi et Justine Breton. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Alors je suis une bonne élève, mais moi j'étais plutôt une bonne élève du fond de la classe. Je partageais mes copies pour que les autres puissent regarder et améliorer leurs notes. Voilà, j'étais plus dans des milieux où on jouait aux jeux de rôle, où voilà, on aimait
tout un pan contre-culturel qui me semblait intéressant à travailler et très peu étudié. Et l'autre raison pour laquelle je me suis dirigée vers ça, c'est que j'étais à la recherche d'un sujet qui m'intéresserait pendant plusieurs années, parce que c'est le principe pour quand on se lance dans une thèse, hein, on en a pour. Alors moi j'ai fait en 3 ans, mais ça peut être plus long que ça. Et je me suis dit bon, j'ai envie d'avoir beaucoup à lire. J'ai envie de pas m'ennuyer, j'ai envie de parce que je suis une très grosse lectrice, donc c'est peut-être par ça que j'aurais dû commencer. Je lis vraiment, facilement, enfin voilà, quand j'ai un tout petit peu de temps, je lis un livre par jour et je lis, vraiment de manière très vorace et donc voilà, je me suis dit, là, je vois les rayons de la bibliothèque municipale, il y a, des rayons entiers, de couvertures, bleues, argentées, voilà qui me semble vraiment porteur, j'ai de quoi faire. Et c'était un peu mon erreur parce que 25 ans plus tard, je n'ai toujours pas fait le tour du sujet. J'ai eu la chance d'avoir un sujet vraiment passionnant et vraiment large, mais qui n'a cessé ensuite, de devenir toujours plus intéressant et toujours plus large puisque j'ai fini ma thèse à un moment, au début des années 2000, où ça a complètement, explosé et où voilà, en fait, je n'ai plus eu qu'à suivre, tout ce qui continuait à être proposé et les quand j'ai commencé, c'était les films, sur le de du adaptés par Peter Jackson du Seigneur des Anneaux, c'était, le gros boom de Harry Potter, ça a été, ensuite, les dystopies, les vampires et enfin voilà, ça ne s'est jamais arrêté depuis avec des univers, notamment celui de Tolkien, qui était en expansion constante avec des nouveaux jeux, des nouvelles séries, des nouveaux pans médiatiques qui se rajoutaient tout le temps et qui venaient redonner une actualité, au travail que je pouvais mener sur eux. Donc voilà pourquoi la fantasy, parce que ça a ét c'est vraiment devenu un fait enfin, ça a toujours été intéressant, ça avait une histoire intéressante et c'est devenu un phénomène culturel, central qui, voilà, du coup m'a largement occupé pendant toutes ces années. Vous déclariez dans une interview de 2020, ça m'avait frappé, c'est ce que vous venez à peu près de dire là, que vous étiez arrivé un peu dans le début de votre carrière universitaire et de vos sujets de recherche au moment où en effet Tolkien prenait une ampleur, en particulier les adaptations au cinéma, et puis aussi la série jeunesse Harry Potter. Et donc ça a joué dans votre décision de vous d'ancrer votre recherche et vos recherches sur ces littératures. Bah, alors je suis vraiment très bien tombée parce que tu disais, je pense qu'on peut se tutoyer, Stéphanie, on peut le faire. Tu disais tout à l'heure, mais mon éclectisme dans les médias, mais c'est en fait, tout de suite après ma thèse, je pouvais parler alors on parlera un minimum d'Harry Potter parce que voilà, on essaye de plus en parler maintenant. Mais à l'époque, voilà, c'était le 4e, le 5e volume et donc à chaque fois que ça sortait, il y avait un intérêt que médiatique énorme, et moi j'avais travaillé sur les romans à suivre, où les personnages vieillissaient d'un tome sur l'autre et il se trouvait que Harry Potter illustrait idéalement ce cadre conceptuel que j'avais posé et il y avait personne d'autre qui travaillait là-dessus. Donc d'emblée, j'ai eu la possibilité d'avoir cette, exposition médiatique et ça m'a permis aussi d'avoir un poste à l'université qui, dans un département qui est spécialisé sur la littérature pour la jeunesse, qui est quelque chose qui moi aussi qui me passionne et donc c'est une grosse partie de mon travail, porte sur les genres de l'imaginaire, mais pas seulement sur les genres de l'imaginaire, pour les adultes, pas seulement sur l'ASF la plus considérée, mais vraiment sur l'ensemble, du champ et y compris les choses qui se vendent le plus, à savoir, le jeunesse, et la fantaisie. Les littératures, tout à l'heure, hein, après le début de notre entretien, à la fin de l'entretien, on donnera la parole à la salle pour avoir des questions et puis rebondir. Mais vous voulez un peu creuser ce sillon. Quand vous vous êtes interrogé et intéressé dans le cadre de votre recherche et de vos publications aux séries, donc à la littérature sérielle, donc l'imaginaire, la fantaisie collée parfaitement, comme vous venez de le montrer très précisément. Est-ce que ça renvoie pas aussi, vous qui avez donc une culture universitaire, est-ce que ça renvoie pas aussi à ces feuilletonistes français du 19e un peu? Les littératures sont différentes, mais ces littératures sérielles, ces personnages qu'on retrouve, ces séries, je pense pas au Pardaillan, mais un peu toute cette littérature du 19e qu'on lisait moins, qu'on voit ressurgir un peu justement dans le sillage des littératures d'imaginaire, ce qui quelque part est assez amusant.
Oui, il y a il y a effectivement un héritage, une lignée directe, hein, entre les littératures populaires, on appelle ça vraiment littérature populaire pour le 19e siècle dans le jargon un peu spécifique, des universitaires. Donc tout le effectivement passage, par le roman feuilleton, deuxième moitié du 19e et puis, toutes les collections populaires, Fleuve noir et cetera dans la première partie du 20e. Et ensuite ça devient les littératures de genre, donc SF, fantasy, polar, espionnage et cetera qui chacune vont aller creuser d'un côté, de ce grand, méga genre du roman d'aventure et moi les cycles sur lesquels je travaillais, cycles et séries, ils s'inscrivent encore plus directement dans la lignée de la littérature réaliste du 19e. Les Zola, les Balzac, ensuite les voilà, les Pasquier, toutes ces grandes sagas familiales où c'est Balzac qui décide de faire la comédie humaine, de faire la peinture entière de son monde. Alors c'est son monde, c'est le monde réel, mais pour moi, les auteurs d'imaginaire qui se lancent dans du world building, dans une création de monde, bah, ils font à peu près la même chose, hein. Ils entendent, donner accès à, un autre monde, mais le construire entièrement et en proposer, au lecteur, une ent enfin, voilà, donner entrée sur un autre monde. Donc moi, c'est vraiment en fait, j'adorais les réalistes, hein, et je dans un certain sens, je trouve que les littératures de l'imaginaire sont une forme de réalisme particulier, puisque, elles s'attachent, à provoquer des effets d'immersion, à provoquer des effets de croyances, secondaires très forts, qui fait qu'on a, quand on lit Tolkien, on peut avoir le sentiment d'entrer véritablement dans ce monde, d'y participer, voilà, les descriptions sont hyper précises, on se sent dedans, et donc voilà, pour moi, il y a vraiment, ça, cette lignée assez directe, entre c'est comme un nouveau réalisme, hein, les auteurs d'imaginaire. Pour creuser ce sillon sur la partie universitaire, recherche de votre travail, Anne Besson, sur le site de l'université d'Artois, donc l'institution où vous enseignez, vous déclarez: «Mes thèmes de recherche portent sur les mondes imaginaires, fantasy SF, dans les domaines anglophones et francophones au XXe, XXIe siècle». Ça, on vient de l'aborder. Et vous ajoutez: «Depuis les ensembles de romans, Asimov, Tolkien, Rowling, Martin, jusqu'aux déclinaisons transmédiatiques qui les accompagnent désormais». Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces déclinaisons? Bah, mes grands sujets de recherche, ça a été, Rowling, Tolkien, Martin, et donc des auteurs qui, au départ, écrivent dès le départ, écrivent en plusieurs volumes, et sur cette ambition-là et parce que justement, dès le départ, le monde, il est accessible par plusieurs portes d'entrée, via plusieurs livres, et parce qu'on voit qu'il a ce potentiel de se développer. Parce que, par exemple, il y a des cartes, hein, parce que, il y a, un système scolaire, parce qu'il y a, tout un tas d'éléments qui viennent documenter la réalité parallèle de ce monde, et bien d'autres personnes, se sentent la possibilité de l'étendre à leur tour. Et donc ça peut être des adaptations médiatiques, ça peut être, des films, qui vont, être juste re-raconter la même histoire, mais ça peut être aussi pour les Anneaux de pouvoir des séries, qui vont décider de raconter un peu autrement, une partie, plus ancienne de l'histoire, hein. Ça peut être des prequels, ça peut être des spin-offs, je sais pas, imaginons, demain, Gandalf, ou, Aragorn, c'est clairement dans les tuyaux, ce genre de choses, hein, marvelisation de Marvel aussi, hein, intéressant de ce point de vue. Et puis bien sûr tous les jeux. Moi je trouve enfin le un des grands intérêts de la fantasy, et de l'imaginaire en général, c'est, son potentiel ludique. Le fait que, on puisse créer des jeux de rôle ou des jeux de société, justement parce que ces mondes, ils sont là à notre disposition. On a envie de vivre à notre tour des aventures à l'intérieur et on en a la possibilité, via ces autres médias. Donc c'est toute cette constellation-là qui m'intéresse, et puis là-dessus se greffent aussi, les contributions des fans. La fanfiction, les fan art et cetera. Donc le lectorat qui, s'approprie puisque c'est comme ça, c'est à disposition, c'est déjà large, ça nous est présenté comme un monde qui est à notre disposition, et bien, à notre tour, on peut, y contribuer, via des textes, via, des vidéos, via, des groupes de musique et cetera. Donc toute cette, créativité autour
des mondes. C'est ça que je trouve tout à fait fascinant et auquel je consacre mon travail. On évoquait Bosetto, je pense aussi à Jean Marigny, un universitaire spécialisé qui est en anglais. Ses recherches, c'était sur le monde littéraire anglo-saxon et entre autres, il a fait sa thèse de doctorat tout à fait remarquable. J'en ai lu des extraits et ensuite son adaptation en livre sur le vampire. La figure du vampire qui lui a permis, à une époque où c'était pas évident à l'université française, qui était un peu rétif face à tous ces thèmes, d'en faire une thèse de doctorat qui lui a permis de devenir professeur d'université, de continuer à se passionner et publier à la fois des recherches universitaires plus classiques et à la fois des ouvrages dans le domaine. On va y venir pour ce qui est de votre cas, Besson. Est-ce que quand vous êtes arrivé avec toutes ces thématiques, est-ce que déjà les choses avaient commencé à bouger dans l'université française? Est-ce que quelque part ça a été relativement facile de créer votre trou, de devenir maître de conférence, puis professeur des universités, autour de thématiques qui, il y a 30 ou 40 ans, vous auraient valu, sinon le fagot, du moins probablement l'impossibilité de devenir une universitaire reconnue? Alors pour moi, ça a été facile. Je dis pas que c'est facile, mais pour moi, ça a été facile parce que justement, je suis tombée au bon endroit au bon moment. Je le disais, c'était la bonne époque et une fac qui travaillait sur la littérature de jeunesse, donc où j'ai pu, et où je suis toujours, et que j'adore, vive l'université d'Artois, où j'ai des super conditions de travail et vraiment où ils me laissent, beaucoup d'opportunités de développer, mes travaux. À la fac, il faut être un peu stratégique, donc il y a eu un certain nombre de choses. D'abord, j'ai mon parcours d'excellence et ça fait vraiment une grosse différence. Je suis normalienne, je suis agrégée, j'ai une thèse et Une autorité de légitimité. tout à fait. C'est vrai, c'est plus difficile si on ne peut pas dire qu'on sait travailler sur autre chose. C'est à ça que la grecque sert. On est obligé de travailler à fond sur des littératures de tous les siècles, etc. Et donc de prouver qu'on peut le faire. Parce que sinon, il y a toujours un peu ce soupçon, hein. Alors, vous êtes très bonne sur la fantaisie, mais est-ce que vous sauriez donner un cours sur Proust? Bien sûr, donc mais voilà, ça va pas de soi. Donc ça, c'est important et puis, qu'est-ce que je voulais dire là? C'était quoi ta question? Est-ce que ça a été facile? Oui, j'ai eu des idées pour développer mon travail. Je suis allée vers le Moyen Âge. J'ai vu que, il y avait les médiévistes, les spécialistes du Moyen Âge, hein, qui, pour un bon nombre d'entre eux, avaient envie de sortir un peu de la littérature uniquement médiévale et en particulier sous la pression de leurs étudiants, hein, à l'initiative de leurs étudiants qui venaient les voir avec, tel ou tel, bouquin de fantaisie et eux, bah, ils savaient pas trop quoi en faire. Et j'ai créé une association en 2004 qui s'appelle Modernité médiévale, par laquelle moi j'ai fait entrer la fantaisie médiévale, dans des colloques où alors on parlait de réception du Moyen Âge. Un de mes derniers bouquins, c'est le dictionnaire du Moyen Âge imaginaire. Donc on parlait je sais pas, Jeanne d'Arc dans la fiction ou voilà. Et moi, à chaque fois, je parlais de fantaisie. Donc ça, c'était une des entrées que j'ai trouvées. Une autre, c'est les théories de la fiction, qui travaillent sur, la manière dont se crée notre lien à la fiction. La différence entre croyance et fiction, c'est proche de questions de philo. Et ça aussi, je suis dans la grosse association, qui travaille là-dessus et ils ont toujours envie d'avoir des gens qui peuvent leur parler de science-fiction ou de fantasy, parce qu'ils voient bien que, ça fait partie de la question, que c'est même une partie importante de la question, que quand on travaille sur des fictions maximalistes et cetera, bah, il faut aller regarder du côté, des grands univers de SF et ils ont pas grand monde pour, en parler alors que ça les intéresse. Donc moi, effectivement, je suis sur une niche, qui est que je trouve assez porteuse, que j'ai pu mettre en valeur, disons. Il faut faire l'effort d'aller regarder, à l'intérieur de l'université comment ça peut marcher. Et puis à côté, bah, j'ai mon travail, de vulgarisation, médiatique auprès des fans et cetera. C'est ce que vous racontez, c'est amusant parce que je discutais il y a très peu de temps avec une jeune étudiante qui rentre en master et qui aimerait faire de la recherche en doctorat et puis peut-être se tourner vers l'université et une de ses enseignantes qui est maintenant maître de conférence lui a dit: «Tu devrais réfléchir aussi stratégiquement. Qu'est-ce que tu peux apporter de nouveau pour ensuite décrocher un poste?»
Est-ce que c'est aussi comme ça que ça Ouais. marche? Oui, oui, faut pas refaire toujours la même chose. Il y a plein d'auteurs nouveaux qui n'ont pas été travaillés, il y a plein de problématiques nouvelles. Alors, les questions d'éco-poétique ou les questions, de cultural studies, de féminisme et cetera, ça commence à être beaucoup travaillé, parce que justement, c'est des thématiques qui ont été repérées ces dernières années par, des étudiants avancés comme particulièrement intéressantes et porteuses. D'où l'arrivée d'une nouvelle génération de doctorants qui travaillent sur ces sujets-là, d'où, y compris Justine Breton, qui est aujourd'hui maître de conférence, maîtresse de conférence, et d'autres probablement qui sont dans cette dynamique-là. On peut imaginer une génération de jeunes, entre autres, j'ai remarqué de jeunes femmes, mais pas que, qui s'intéressent à l'imaginaire en général et à la fantaisie en particulier à l'université française. Bah, j'ai 2 de mes doctorantes depuis devenues docteurs qui sont devenues maîtres de conférences pour l'instant sur, voilà, et les autres, ont des postes de Prague, donc sont aussi à l'université. Après c'est vrai que c'est plus difficile et qu'il faut, heu, trouver là encore les bons endroits, mais il y a plein de postes, ouais, dans les INSPE qui forment les futurs profs, donc qui s'intéressent particulièrement, aux littératures pour la jeunesse, dans les IUT qui forment des scientifiques et donc qui s'intéressent plus à la science-fiction. Voilà, il y a des manières de faire. Bon, c'est voilà, il va pas y avoir, on va pas être 50 parce qu'à l'université, l'université française va mal, et donc il y a de moins en moins de postes et et donc ça reste difficile. Mais il y a aussi tous les jeunes historiens. Il y a beaucoup de jeunes historiens du Moyen Âge et cetera, qui s'intéressent, aux représentations de l'histoire dans la fiction. C'est mes derniers grands projets dont on reparlera peut-être. Et donc pas seulement en littérature, mais aussi, du côté de l'histoire, du côté de la civilisation anglaise et cetera. Il y a pas mal de choses, ouais. C'est une génération qui de toute façon a grandi avec, hein, donc tout le monde connaît, tout le monde aime, après on en fait ou pas sa spécialité, mais c'est désormais une culture très partagée. Vous creusez, donc on l'a vu, votre sillon au cœur de l'université française, y compris avec d'anciennes élèves à vous qui maintenant ont des postes à l'université ou ont mis un pied à l'université. Vous publiez dans les revues éditions de genre et vous vous exprimez souvent dans les médias. Alors, France Culture, c'est logique, mais 20 minutes et plein d'autres médias. Est-ce que c'est un éclectisme de bonne aloi, une stratégie délibérée pour à la fois amener les littératures dites populaires, en tout cas les littératures d'imaginaire à l'université, mais aussi utiliser votre poste et votre reconnaissance universitaire pour mieux parler de fantaisie au grand public? Oui, ça marche dans les 2 sens. C'est, le je à l'intérieur de l'université, je fais entrer les littératures de genre et puis, à l'extérieur de l'université, je fais, connaître et reconnaître, les littératures de genre en profitant effectivement de, la légitimité universitaire que j'ai acquise, qui me donne une position, d'experte. Et alors bon, parler dans les médias, c'est parce que les journalistes, me contactent comme ils te contactent, voilà, et donc selon si je connais plus ou moins le sujet, je vais dire, oui ou pas, et c'est selon aussi si j'ai, un peu le temps ou pas du tout, et voilà, il y a franchement, j'ai pas de stratégie particulière, heu oui, j'essaye, moi, j'ai toujours essayé d'être sur les 2 tableaux, c'est-à-dire de parler à la fois, au grand public et à un public universitaire, qui soit, étudiant ou avancé. C'est surtout j'ai essayé de trouver différentes manières qu'il y ait plus de gens qui accèdent, au savoir qu'on peut délivrer à l'université. C'est tous les modèles du type, université ouverte et cetera, mais qui est souvent donné, plutôt, dans le cadre, de conférences, annuelles et cetera, à un public, un peu âgé, donc j'en ai fait aussi c'est parmi les choses qui ont le moins marché de ma vie, où je me suis retrouvée où je me suis rendu compte que je m'adressais à des gens qui ne savaient pas du tout ce que c'était que le jeu de rôle. Je m'en suis aperçue très tardivement quand ils ont
recommencé à lever la main. Et donc, je me suis dit, oulala, ce n'est en fait, j'ai perdu mon public. Mais donc, moi, j'ai développé des MOOC, par exemple, où j'ai fait des sites internet. J'ai essayé de trouver des moyens, et j'en ai eu la possibilité aussi, parce que j'ai ce sujet qui intéresse des gens, quoi. Donc, qui est considéré généralement comme pouvant permettre de dépenser l'argent, de faire un très beau site pour la BNF ou de faire des sessions entières de vidéos sur FunMOOC université. Parce que il me semble qu'il y a un vrai appétit de connaissance d'une manière générale, mais sur ces sujets en particulier, c'est évident pour moi. Les étudiants sont nombreux, ils sont passionnés, les amateurs sont nombreux et passionnés, et des travaux analytiques, des travaux qui proposent d'approfondir des connaissances qu'on peut avoir acquises en lisant, mais comme ça, en picorant de ci, de là, il y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a pas suffisamment, et donc du contenu vulgarisé, il y en avait pas mal sur la SF, hein, notamment Roland Le Hook, etc., qui sur la SF, sur science-fiction et science. Mais sorti de ça, et puis c'est vrai que c'est pas complètement facile non plus comme travail, la vulgarisation. Tout le monde sait pas le faire, et donc faut profiter quand on en est capable pour faire mieux connaître, parce que c'est fondamentalement le boulot des chercheurs que de mettre la connaissance en forme, mais aussi de la diffuser vers l'extérieur. Pour terminer cette partie de notre entretien qui porte plus particulièrement sur votre carrière universitaire, la façon dont l'université peut s'adresser à l'extérieur, mais où elle peut aussi amener des spécialistes à rencontrer des universitaires. Quand j'étais jeune fan de science-fiction et de fantasy, je me souviens très bien qu'il y avait parfois des rapports difficiles entre les institutions qui méprisaient ou ne s'intéressaient pas, et avec les fans qui parfois avaient un véritable savoir, construit de façon parfois aléatoire, mais un vrai savoir, une vraie expertise, et qui se sentaient méprisés, déconsidérés, etc. Et il y avait donc une difficulté, y compris pour les premiers enseignants qui arrivaient, d'être bien reçus. Parfois, voilà, avec cette difficulté de lien. Et j'ai l'impression, on va en reparler, mais brièvement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça, c'est fini. C'est-à-dire que, d'ailleurs, 5e édition du festival, vous êtes marraine du festival, Anne Besson. C'est quand même dire que les spécialistes de la science-fiction et de la fantasy vous reconnaissent, vous, universitaires, comme à la fois légitime par votre statut d'universitaire, vos connaissances, donc vous êtes mais aussi vous êtes considéré aujourd'hui comme du sérail, c'est-à-dire accepté et plus qu'accepté par le milieu de l'imaginaire. Est-ce que cette rupture est en train de se refermer peu à peu entre d'un côté un savoir non universitaire mais réel, mais déconsidéré, de l'autre un savoir universitaire qui parfois était mal vu quand il arrivait dans le milieu de l'imaginaire? Je pense que ça dépend malheureusement encore pas mal des gens, parce qu'il y a des universitaires qui ne sont toujours pas capables de parler à l'extérieur ou de reconnaître le savoir des fans. Je pense que ça dépend, mais que il y a un certain nombre de figures qui ont émergé et qui permettent de montrer que le lien est possible. Je pense encore à Justine Breton, mais à Laurent Di Filippo qui travaille sur les Vikings, à William Blanc bien sûr qui travaille sur des questions de politique et qui travaille avec le vulgarisateur d'histoire Nota Bene. Donc il y a comme ça des profils qui se multiplient, qui œuvrent à ce travail. Moi effectivement c'est quelque chose qui m'avait frappé au début, puisque je ne viens pas du milieu du milieu fan, une certaine prudence, alors que moi, je suis toujours très contente de rencontrer les gens, et donc voilà, j'étais plutôt très enthousiaste, et je voyais que il allait falloir que je montre patte blanche, que je fasse mes preuves face aux fans. Et ça me dérange pas. Il se trouve que je connais bien mon sujet et que donc c'est pas,
c'est pas facile de me coincer sur un truc. Donc voilà, je pouvais leur montrer que j'avais des connaissances qu'ils pouvaient respecter et que moi, de mon côté, je respectais aussi profondément ce qu'ils pouvaient m'apporter, tout en comprenant la différence, tout en voyant la différence, parce qu'il y a une différence. On s'intéresse pas exactement aux mêmes choses quand on publie des travaux universitaires et quand on a une discussion entre fans. C'est deux perspectives, mais qui sont vraiment complémentaires et qui gagnent à travailler ensemble sur un même objet de passion. Donc on n'a qu'à y gagner. Ce qu'on avait d'ailleurs fait à l'époque où j'assurais la direction artistique des Imaginales, on avait monté des colloques universitaires avec ensuite juste avant les Imaginales et pendant le premier jour des Imaginales, et ensuite on les publiait en acte de colloque, par exemple aux éditions AQSF. D'ailleurs, je vous recommande, si vous êtes passionné de fantasy et de SF, surtout de fantasy, là en l'occurrence c'était des colloques de fantasy, vous retrouverez les ouvrages avec de nombreuses interventions, des interviews d'écrivains, parce qu'il y avait aussi ce rapport-là qu'on avait voulu absolument. Ouais, c'était une super initiative de Stéphanie. Oui, on l'avait fait ensemble, mais c'était vraiment tout à fait passionnant. Et j'espère que dans d'autres universités et dans d'autres festivals, ce qui s'est arrêté là-bas peut redémarrer sur la science-fiction, sur la fantasy, parce que là, c'est vraiment enrichissant de travailler entre spécialistes du genre et acteurs du genre et universitaires spécialistes. Colloque dans un festival. C'est ça. Avec vraiment une collaboration étroite, y compris géographique, physique. Voilà, on est ensemble et on débat ensemble. Et on en reparlera là hors de notre discussion, mais aussi quelques idées encore dans la tête sur comment pourrait-on améliorer la formation, parce qu'on voit aujourd'hui, on le sent dans la librairie, on le sent chez les professeurs de lycée, de collège, même s'il y a des passionnés de science-fiction, il y en a beaucoup plus que dans ma génération, mais on se rend compte encore qu'il y a beaucoup à faire et que la formation un peu tradie parfois de l'université sur les littératures amène à ce qu'on a une formation assez faible, si elle n'est pas en tout cas personnelle, de professeurs, de lycée, de collège, encore plus dans les petites classes, et puis aussi de bibliothécaires, et aussi... C'est ce que je disais sur cet appétit de savoir. Voilà, c'est vraiment les documentalistes, les bibliothécaires, les libraires, tous ces étudiants-là, les étudiants métiers du livre, c'est clair. Ils n'ont pas accès, ou ils n'ont toujours pas suffisamment, malgré nos efforts, accès à une transmission du savoir, d'un savoir objectivé. Ça passe beaucoup par Internet, bien sûr, beaucoup de choses. Il y a d'excellents chroniqueurs, mais c'est difficile d'avoir accès à un savoir universitaire qui soit suffisamment vulgarisé pour toucher tout le monde. Il y a un demi-siècle à peu près, les premiers contacts qu'il y avait entre fans d'imaginaire et puis universitaires, c'est essentiellement des hommes qu'on rencontrait. Aujourd'hui, les spécialistes de la fantaisie et de la science-fiction à l'université, c'est beaucoup plus mixte, et en particulier toute une série de femmes. Je pense en science-fiction, Irène Langlais et d'autres, et à Justine Breton, vous et d'autres, dans le domaine de la fantaisie. Est-ce que ça aussi, c'est lié à l'évolution de la société ? La place des femmes, même si elle est toujours compliquée, contestée, et que ça reste un combat, est quand même plus importante, en tout cas en France, qu'elle n'était il y a un demi-siècle. Est-ce que tout ça joue aussi? Et est-ce que cette évolution de la mixité à l'université va de pair avec celle qui s'est développée de façon considérable dans la science-fiction française? Peut-être pas encore sur toutes les positions de pouvoir, mais ça commence. Oui, c'est c'est très sociologique. Puis la littérature, en fait, c'est très, très, très féminin. La discipline littérature en France, les étudiants sont des étudiantes à 95%. Moi, j'ai mes classes et 45 élèves et trois mecs maximum. Ce qui n'est absolument pas normal. Il y a un problème de déséquilibre genré des vocations possibles qui me semble choquant. En revanche, en histoire, ce sera beaucoup plus des garçons. C'est assez mixte. Mais nous, en littérature, on a un problème de parité inverse. C'est-à-dire que quand on cherche à avoir un homme dans un jury, c'est pas évident. Et alors, donc le fait que ce soit mixte, que tout en haut, ce soit 50-50, te dit quand même que tout n'est pas gagné.
Parce qu'au départ, on était 95%, rappelons-le. Donc, si à la fin on n'est plus que 50, c'est parce qu'il s'est passé quand même un certain nombre de choses où des profils d'hommes ont été mis en avant et valorisés. C'est les histoires de plafond de verre, c'est classique. C'est vrai aussi dans la réflexion, vous disiez en 2014 dans une interview au quotidien Le Monde, sur la place des femmes dans la série Game of Thrones. George Martin bat en brèche 2 clichés. L'un serait qu'au Moyen-Âge, les femmes avaient un rôle mineur. L'autre a trait au genre fantasy lui-même, qui présente souvent les femmes combattantes sous les traits d'Amazon en soutien-gorge de cuir comme Xena la guerrière. Martin part de ces stéréotypes pour proposer des personnages féminins forts, à l'image de Brienne. La fantaisie serait-elle devenue une littérature féministe, ou du moins féminismo-compatible, Anne Besson? La grande question encore. Globalement, les milieux de l'imaginaire, et on ne peut que s'en réjouir, sont globalement progressistes. Donc, il y a évidemment des exemples inverses, hein, mais parce que il y a cette idée d'explorer des possibles, d'une ouverture sur l'autre, sur l'ailleurs. Eh bien, depuis toujours dans son histoire, l'histoire des littératures de l'imaginaire, des genres de l'imaginaire, croise celle de différentes minorités. Pas raciales, pas suffisamment du tout. Mais même si voilà, il y a une réflexion sur l'altérité alien, le paysage de l'imaginaire français et international est très très blanc. Voilà. Regardons-nous. Et en revanche, l'ouverture sur les questions féministes, les questions de genre, les questions de transidentité, voilà, tout ce qui est queerisation de l'imaginaire et volonté aussi de décolonisation de l'imaginaire malgré tout, c'est oui, ça se tisse dans l'histoire des genres depuis le début. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les genres de l'imaginaire évoluent avec leur époque, avec les questions de leur époque, et sont en général à la pointe des questionnements socio-culturels de leur époque. Ça donne que effectivement, c'est ici que on va avoir le plus d'œuvres différentes qui nous qui donnent à voir des rôles féminins différents et des personnages non binaires, des personnages homo, etc. À chaque étape des évolutions des questionnements sociaux, les auteurs de l'imaginaire s'en emparent vraiment de manière pionnière et de manière volontariste en réfléchissant à ce que ça peut donner dans des sociétés alternatives. Donc il y a vraiment quelque chose qui relie ces deux aspects, enfin qui relie nos genres aux questionnements sociaux. Là, c'est dans le domaine de la science-fiction, mais c'est les mêmes problématiques. Je repense à une photo, c'était sur Asimov, qui a fini par gagner son surnom de l'homme aux 100 mains, un grand écrivain de science-fiction, mais un sale type, un agresseur sexuel, quand maintenant c'est connu. Il y a une photo qui est terrible, parce qu'à l'époque, elle est passée comme si c'était normal, où on voit Asimov qui enserre comme une vraie pieuvre, c'est méchant pour nos amis les pieuvres, qui enserre une jeune fille, et elle est comme ça, quoi. Et c'est une photo qui est terrible, c'est une agression sexuelle en direct. Et à l'époque, c'est passé. C'est passé. Oui, bah c'était c'est cette époque, voilà, c'est où il pouvait complètement le faire face au public, où il était considéré comme cet amusant vieux bonhomme qui comme voilà, c'était un sujet qui était pas caché et qui était même qui était vraiment pris à la légère et de manière humoristique, d'où son surnom de cet homme aux mille doigts, je crois, aux 100 mains. Judith Merril, une écrivaine de science-fiction et de fantasy américaine. Donc voilà, il était connu pour ça, mais c'est pas du tout pour autant que ça lui valait une place moins honorifique au sein du genre. Bon, on peut se réjouir que les mœurs la manière de voir les choses, c'est la même chose, mais qui est pas vue
de la même manière parce qu'on n'est plus dans la même époque. Après, ne pas de leçon à nos amis américains. Il y a quelques années, dans un festival que je connais bien, il a fallu qu'on soit un certain nombre à dénoncer publiquement pour protéger des jeunes femmes qui étaient prises à partie, agressées sexuellement par un éditeur bien connu de l'imaginaire, un bon éditeur d'ailleurs, mais aussi on va pas payer de termes désagréables au public, mais voilà. Et il a fallu que le milieu réagisse et qu'à un moment donné, on dit ça suffit, y compris contre un certain nombre d'institutions qui voulaient pas bouger et qui fermaient les yeux. Oui, alors le milieu de l'imaginaire n'est pas du tout, ne protège pas des dérives qu'il y a partout. Il y en a un peu moins, il est un peu mieux, mais c'est pas non plus parfait. Il y a encore du boulot. Et là encore, je pense que le milieu de l'imaginaire a réagi avant. Enfin voilà, il y a un certain nombre il y a le MeToo de la danse, le MeToo du cinéma, etc. C'était après. Et voilà, après il faut rester vigilante. On a et voilà, et solidaire et en parler, et voilà. Et puis faire en sorte que ceux qui voudraient ne puissent plus. Donc justement, on parlait de tout ce travail avant de donner la parole à la salle, puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps. Dans un monde où donc le patriarcat défend toujours férocement ses positions et essaie toujours d'obtenir des blancs-seings, y compris quand il se comporte de façon particulièrement ignominieuse, même en SF ou en fantasy, les femmes pèsent quand même plus aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut dire, Anne Besson, que vous êtes une femme puissante dans l'imaginaire ? C'est très difficile pour moi de me rendre compte. Vraiment, enfin là je suis là très honorée. Il y a une tante qui porte mon nom. Je trouve ça complètement hallucinant. Et donc c'est je vois je vois des signes de ça. C'est-à-dire mais depuis assez longtemps en fait. Une fois où ça m'avait vraiment frappée, c'est en quelques mois, je me suis retrouvée à avoir des bandeaux où il y avait une citation de moi sur le bandeau pour vendre du Tolkien. J'étais en train de me dire, mais enfin c'est complètement et là, enfin voilà, il y a Stéphanie Nico qui m'interviewe. C'est un peu la même chose, tu vois. C'est complètement. Pour moi, c'est très étonnant parce que je me rends pas du coup pas compte du tout. Donc au-delà de la formule un peu boutade de ma question, c'était une façon de dire, en effet, est-ce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'actrices dans ce milieu, à l'intérieur et semi-intérieur, semi-extérieur, c'est une position qui a à la fois un pied dans l'université, un pied, mais il n'y a plus de contradiction aujourd'hui, justement. On n'est pas obligé d'avoir un pseudo, de se cacher, comme le faisaient certains, où ils signaient sous deux noms différents leurs travaux universitaires et leurs travaux dans le milieu de l'imaginaire. On peut arriver à faire bouger quand même les choses, un minimum. Et ce qui est le fait que vous soyez marraine aujourd'hui, c'est une reconnaissance en fait, tout simplement. Tout à fait. Et puis aussi ça pour le coup, manifestation d'affection, tout simplement du milieu pour les universitaires qui se sont pris de passion comme nous pour cette littérature. C'est absolument adorable. Et oui, effectivement, là où je suis vraiment contente, c'est que j'ai l'impression que mon travail, il a de l'écho, il sert. Je vois que effectivement il y a une meilleure connaissance et reconnaissance, pour reprendre cette formule qui m'est chère, de nos genres, et que je participe à ça, à la fois dans les médias, à l'université, et puis auprès des fans qui peuvent se dire oui, ce que j'aime, ça c'est légitime, c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas que moi qui trouve ça intéressant, il y a des gens qui à l'extérieur de ce milieu valident le fait que oui, c'est intéressant. Donc c'est ça que je peux apporter. Dernière question avant de donner la parole à la salle. Vous avez participé il y a quelques mois, on en est au numéro 3, au lancement avec Victor Batagion d'un magazine d'imaginaire qui s'appelle Chimère au pluriel. C'est une tentative de faire quoi, ce projet d'un magazine d'imaginaire ? Alors, c'est justement, c'est des nouvelles, une nouvelle étape de ces travaux qui passent par le MOOC, qui passent par les colloques dans les festivals, qui passent par les sites internet, de proposer un contenu de qualité accessible. De qualité et accessible, à la fois exigeant et accessible au public le plus large. C'est une partie de ce que j'essaye de faire.
il y a une partie de ce que je fais, c'est proposer des travaux très pointus à l'université pour faire reconnaître les genres. Et puis une autre partie de ce que je fais, c'est montrer qu'on peut qu'on peut avoir une réflexion intelligente et accessible sur les genres qui nous intéressent. Donc voilà, Chimère, c'est ça le projet dans le prolongement de ce du Fantaisie et Moyen Âge qu'on avait pu faire avec Victor chez ActuSF, et qui était déjà un beau livre illustré, voilà, des choses avec une belle icono, des beaux objets aussi, pour qu'on ait ce plaisir-là. Vous trouverez Anne Besson, évidemment, après notre entretien pour signer ses ouvrages, et vous verrez aussi des ouvrages qu'elle a publiés, parfois, souvent en collaboration aux éditions ActuSF, qui a un stand aussi sous une des bulles de la manifestation. Question du public. Est-ce qu'il y a d'abord quelqu'un qui a un micro, je vois, donc est-ce qu'il y a des questions dans le public? Bonjour, merci pour l'échange. La question que je me pose est peut-être très bête, mais depuis Tolkien, est-ce qu'il est possible de réinventer la fantaisie? On a l'impression que c'est une sorte d'attracteur très fort, tout tourne autour de lui, et pourtant vous avez parlé au début du XXIe siècle d'une explosion du genre. Du coup, est-ce que toutes ces œuvres du XXIe siècle se raccrochent d'une manière ou d'une autre à l'œuvre de Tolkien, ou est-ce qu'elles ont réussi à le réinventer? Et si oui, comment? Oui, largement, la fantaisie tue le père et le retue et le re-retue, et toujours il ressort de son... Non, c'est vrai que la fantaisie, de ce point de vue-là, est un genre très particulier, parce que elle vit effectivement dans l'ombre d'un grand homme. Alors c'est à la fois une bénédiction et une malédiction, comme tant de grands pouvoirs en fantaisie. C'est une bénédiction parce que Tolkien donne une visibilité au genre tout entier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un truc autour de Tolkien, comme il est justement tellement connu, ça permet de redonner un coup de projecteur sur voilà, le genre qui en a toujours besoin, parce que à chaque fois que je refais une interview, il faut réexpliquer ce que c'est incroyable. Et donc Tolkien permet ça. Et puis Tolkien est un grand auteur, il est reconnu comme un grand auteur, il va entrer dans la Pléiade. Il est voilà, on peut travailler dessus à l'université sans que ça choque personne. Donc on a comme ça ce grand auteur, ce qui est une très bonne chose. Après, c'est une malédiction parce que on a vraiment du mal à faire connaître, entendre d'autres voix, d'autres manières d'écrire de la fantaisie, alors que la fantaisie a une post-Tolkien a une énorme histoire. Alors effectivement, elle se développe dans le sillon direct de Tolkien, et donc tous les images qu'on se fait sur la fantaisie, tout l'imaginaire de fantaisie, la quête, l'élu, les forces du mal, le grand voyage, enfin voilà, tout ça vient directement de Tolkien, mais ça a été tellement travaillé et retravaillé que à chaque itération, il y a des vraies différences. Quand on connaît bien le genre, on voit à quel point ça évolue au fil des décennies. Et puis il y a des genres entiers qui vont aller travailler du côté de l'Antiquité, du 19e siècle, le steampunk, etc., qui vont se détacher complètement de cet héritage de Tolkien. Ces derniers temps, il y a la romantaisie, hein, il y a beaucoup de gens qui trouvent qui regardent ça avec mépris. Moi, je regarde jamais aucun mouvement culturel avec mépris, et donc c'est un vrai renouveau. La romantaisie, ça croise les tropes de la fantaisie et eux-mêmes assez différenciés avec des tropes de la romance. Jusqu'alors, on le faisait pas. Donc c'est une vraie voilà, c'est quelque chose qui est que voilà, chez Tolkien, il y a aucune histoire, enfin les histoires d'amour sont vraiment très discrètes. et le sexe, n'en parlons pas. Donc voilà, c'est il y a vraiment des renouveaux. Autre question? Oui, ici. Merci. J'aimerais bien qu'on puisse rentrer un petit peu avec l'université avec vous et savoir finalement comment on mène un travail académique, un travail universitaire sur une œuvre qui a eu typiquement un succès populaire. Comment est-ce que vous approchez ça? Est-ce que c'est une étude littéraire? Est-ce que c'est sociologique? Est-ce que c'est un travail solitaire? Est-ce que vous avez peut-être des
cohorte de lectrices et lecteurs. Comment vous traitez ça et est-ce que vous avez peut-être quelques exemples un peu parlants de des travaux menés sur l'œuvre de Tolkien? Effectivement, ça a été beaucoup cité, mais peut-être Martine, voilà. Alors, le travail universitaire, c'est à la fois un travail solitaire et un travail collectif. Donc, c'est un travail qui est très, très varié. Parce qu'on a toute une partie qui est de l'enseignement, toute une partie qui est de l'administration, de l'enseignement et de la recherche. On organise des choses, on organise des formations, on organise des colloques, des rencontres. Et puis, une partie qui est solitaire, où on écrit des trucs. Et qui redevient collectif parce que souvent on se rassemble à plusieurs pour écrire autour des mêmes choses. Qu'est-ce que on peut peut-être donner un exemple d'un des colloques qu'on a fait ensemble aux Imaginales. On en a fait un en 2018 au moment de la fin de Game of Thrones. Et ça s'appelait Game of Thrones, nouveau modèle pour la fantasy, parce que justement, ça voulait réfléchir à comment non seulement l'œuvre de Martin et son adaptation, mais aussi à ce moment-là, donc il y a 7 ans, énormément d'œuvres qui s'inscrivaient dans une dark fantasy, du grim dark, donc une nouvelle tendance à une fantasy non manichéenne, très grise, qui se veut réaliste, qui se veut appuyer sur l'histoire, etc. Donc on avait plein d'exemples là-dessus. Et donc on a décidé de travailler là-dessus, sur qu'est-ce que Game of Thrones apporte de nouveau au genre. Est-ce que c'est un nouveau modèle qui vient concurrencer Tolkien? Comment les gens se positionnent? Donc à la fois on étudie les œuvres, on regarde ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui reprend donc Martin, qu'est-ce qui reprend Tolkien, qu'est-ce qui change, comment c'est fichu, les personnages, le world building. Et puis on s'intéresse à ce qu'ont dit les auteurs, on s'intéresse à ce qu'ont dit les lecteurs, la réception, ça s'appelle, avec, je sais pas, il y avait un article aussi qui allait faire des statistiques sur le nombre de citations de Game of Thrones dans la presse. À partir des bases de données qui existent. Donc lui, voilà, il est en histoire du journalisme, et donc c'était ça qui l'intéressait. Il y avait un autre article qui était sur l'utilisation de la métaphore de Game of Thrones par la NBA. Parce qu'il y avait eu tout un tas de vidéos qui étaient faites sur des espèces de parallèles qui étaient faites entre les différentes maisons de Game of Thrones et les différentes équipes de NBA, et ce pendant des années, avec des dizaines de milliers de gens qui regardaient les vidéos en question. Donc voilà, un vrai phénomène intéressant autour de Game of Thrones. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on fait. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, on pourrait citer, parce qu'on n'a pas le temps, mais plein d'auteurs et d'autrices, des femmes, qui écrivent de la fantaisie, entre autres historique, qui sont très loin de Tolkien. Je pense simplement à Rachel Tanner, par exemple, avec son cycle de Mithra, où elle imagine, avec de la magie, avec des combats, des conflits, un monde où le christianisme n'a pas pris et où c'est le culte de Mithra qui est devenu le culte dominant. Voilà, et bon. Donc sur un plein d'autres, on peut travailler sur les sources. Voilà. Alors Mithra dans l'histoire, le mitraïsme, qu'est-ce que c'était, d'où ça vient, comment elle s'est documentée. Jeanne d'Arc. Lionel Davoust, c'est une série qui s'inspire clairement du personnage de Jeanne d'Arc, mais pas tout à fait comme les lepénistes, ça c'est clair. Bonjour, moi je voulais poser une question par rapport au nombre d'ouvrages collectifs dans la fantasy, parce que en fait moi c'est un truc qui m'intéresse un peu de voir qu'il y a des collectifs qui s'organisent pour écrire des choses, que ce soit des fanfictions ou vraiment même des œuvres plus classiques entre guillemets, c'est-à-dire j'aime pas dire ça, mais des vraies œuvres quoi. Et en fait moi le seul exemple que j'ai un peu dans ce truc-là, dans la fantasy, c'est Donjon, la BD de Svar Trondheim et tous les dessinateurs qui se relient. Et en fait je sais pas à quel point c'est un phénomène qui existe vraiment en dehors de ce micro-exemple que j'ai, parce que je suis pas un expert de la fantasy, moi c'est plutôt la SF mon domaine. Et voilà, donc je voulais savoir à quel point la fantasy se prête à ce travail-là collectif sur un même monde, un même world building, tout ça quoi. Alors oui, il y a ce qu'on appelle des univers partagés. Bon alors déjà tout
tous les la fantaisie ludique, tout ce qui est à la fois les manuels de jeu et les romances sur les jeux, enfin autour de Donjons et Dragons, autour des Royaumes oubliés, etc. Il y a des dizaines et des dizaines de bouquins qui ont été publiés par plein d'auteurs, et vraiment ils collaborent pour développer le lore de cette campagne de Donjons et Dragons via voilà plein d'interventions ponctuelles, et ensemble ça fait un gros monde. C'est exactement comme l'univers étendu de Star Wars. C'est-à-dire qu'une grosse partie de Star Wars n'est pas dans les films, elle est à l'extérieur et elle a été développée par plein d'auteurs. Et puis, alors l'écriture en collectif, c'est-à-dire en anthologie. Alors, Stéphanie en a dirigé beaucoup. Donc, c'est des rassemblements de nouvelles autour de thématiques. Parce que c'est vraiment, pour la SF comme pour la fantasy, quelque chose qui correspond vraiment à une histoire du genre, une manière d'entrer dans le genre. C'est-à-dire que souvent, les auteurs, ils commencent par écrire des nouvelles, ils commencent par écrire court. C'est ça qu'on leur commande pour des revues. Alors qui existe malheureusement de moins en moins, et puis pour des anthologies. Donc ça, il y a une grosse pratique de l'anthologie, du recueil de nouvelles. Sous le titre collectif, c'est effectivement peut-être plus de la SF, peut-être plus de la SF engagée, par exemple chez La Volte. Il y a une vraie belle collection qui sont signées par des choses qui sont un collectif au sens politique du terme, qui est à la fois un sens narratif et politique. C'est-à-dire que là aussi c'est des anthologies, mais qui souvent peuvent par exemple ne pas être signées. Où voilà, tout le monde met au pot commun une réflexion qui est une communautaire et révolutionnaire. Une dernière question, s'il y en a une. Ouais. Vas-y. Merci beaucoup pour la discussion, c'était super intéressant. Oui, j'ai une question sur même au sein de la SFFF, il y a des fois un peu l'élitisme, on le sait un peu de la SF, un peu au-dessus de la fantasy, parce que la fantasy, c'est parce que la fantasy, c'est peut-être moins sérieux, moins politique. Et en fait, alors moi, je lis plutôt la fantasy et un peu plus récente, donc j'ai pas trop de recul sur ce qui a été publié avant. Mais j'ai l'impression que maintenant, la fantasy s'empare aussi beaucoup de sujets politiques, y compris en disant vraiment les noms, quoi. Comme par exemple avec Rebecca Kwang récemment, elle parle tout simplement de colonialisme, elle met les mots, et de racisme, de tout ça. Et je sais pas si c'est un phénomène que vous voyez ou que juste moi j'ai un peu l'impression. Ouais, tout à fait. Il y a une nouvelle fantaisie politique de manière très claire. Rebecca Kwang RF Kwang avec Babel c'est vraiment un brûlot étonnant. Enfin voilà, ça se finit très très mal et tout. Et il y a beaucoup il y a vraiment une grosse tendance en fantaisie française, au Langard de Clément Bouollier, La ville au plafond de verre de Romain. Non. Il travaille chez Ikea. Bon, c'est chez L'Homme sans nom, La ville au plafond de verre. Bohème d'Estelle Faye un tout petit peu avant. Donc voilà, il y a une vraie tendance. Et puis pour l'élitisme, effectivement, moi j'ai choisi. On voulait en parler. Moi, j'ai choisi de travailler aussi sur la fantasy parce que sur la SF, il y avait déjà plus de monde. Et parce que la SF, c'est plus masculin, c'est plus scientifique, c'est plus rationnel, et donc c'est mieux considéré. Et ça m'agace. Moi, j'aime les femmes, les enfants et les animaux, et donc voilà, vive la fantaisie. Je dirais que pour finir, si on pourrait défendre contre moi des vieilles citations, je disais qu'en gros la SF c'était génial, mais la fantasy c'était très nul. Et évidemment j'avais lu les très mauvaises traductions en France. Et jusqu'à ce que Jean-Noël Meurec nous disait, Stéphanie, tu dis vraiment beaucoup de bêtises, tu devrais te mettre à lire en anglais, je vais te donner quelques titres. Et en effet, ma conversion s'est faite, mon chemin de Damas, comme on dit. Voilà, Anne Besson, en tout cas, un grand merci pour cette présence comme marraine du Festival Hypermonde. Un grand merci pour tout le travail que vous avez réalisé, que vous allez continuer, et avec nous en défense et en illustration de la fantaisie, et plus globalement des littératures de l'imaginaire. Et puis, vive les Hypermondes et vive l'imaginaire.
Merci Stéphanie. Merci à tous.